Bienvenue sur la chaîne Histoire du soir. Ici, nous explorons le passé pour vous aider à vous endormir paisiblement et de manière significative. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce en l'air dès maintenant, car à la fin de votre écoute, un sommeil profond vous attend. Fermez les yeux, l'histoire commence maintenant. Le triangle des Bermudes est une zone de l'océan Atlantique entourée de mystères qui, depuis plus d'un siècle, captive chercheurs, marins et esprits curieux. De nombreux navires et avions y ont disparu au fil des 2 derniers siècles, donnant lieu à une multitude de mythes. Les récits évoquent tant des forces surnaturelles que des hypothèses sur des anomalies naturelles. Des vaisseaux disparaissaient sans émettre de signaux de détresse et des avions se volatilisaient dans le ciel sans indice de crash, tandis que les expéditions lancées pour les retrouver revenaient les mains vides. Bien que ces événements aient inspiré des histoires extraordinaires, ceux-ci dissimulent également des incidents réels nécessitant une analyse approfondie. Aujourd'hui, nous examinerons ce sujet sous un angle scientifique et mettrons en lumière des cas emblématiques. Nous ferons la distinction entre vérité et fiction et tenterons de comprendre ce qui se trame dans ce coin énigmatique de la planète. Notre recherche s'appuie sur des archives, des témoignages de témoins oculaires et des données recueillies. Nous analyserons des incidents où la technologie a failli par temps clair, avec des communications coupées sans raisons apparentes et des équipages disparaissant sans laisser d'indices sur leur destinée. Ces récits étaient souvent embellis par des éléments fictifs, mais notre objectif sera de nous concentrer sur les faits pour saisir l'essentiel. Commençons par les premières mentions de navires disparus. Puis suivons l'évolution de ce mystère tout au long du XXe siècle, en examinant les tentatives récentes d'explication. Chaque cas est l'occasion de déterminer quelles forces naturelles, erreurs humaines ou autres éléments ont pu intervenir. Nous progresserons pas à pas, dévoilant ce qui se cache dans les profondeurs du triangle, et rechercherons des réponses là où les spéculations ont longtemps obscurci la vérité. Pour cerner l'ampleur du phénomène, commençons par définir les limites de la région. Le triangle des Bermudes se trouve dans la partie occidentale de l'océan Atlantique, reliant Miami en Floride, les îles Bermudes et San Juan à Porto Rico. Sa superficie s'élève à 1,5 million de kilomètres carrés. Cela équivaut à la taille d'un village, à celle de la France et de l'Allemagne réunies, ou presque à la moitié de la mer Caspienne. Ces eaux ont été, pendant des siècles, un carrefour vital. Les routes commerciales reliaient le Nouveau Monde à l'Ancien. Les avions survolaient les continents, et les marins tracèrent des parcours à travers cette zone animée. La vie maritime et aérienne y prospérait. Cependant, c'est aussi ici que se déroulaient des événements ayant propulsé le triangle au rang de symbole de l'inexplicable. Les légendes entourant le triangle se sont enrichies à chaque nouvelle disparition, mêlant réalité et fiction. Nous plongerons dans cette chronique afin d'étudier les événements réels, de comprendre leurs causes et de dévoiler ce qui se cache derrière l'une des énigmes les plus tenaces de notre époque. Ce voyage débute avec une page blanche, et devant nous s'ouvre un monde riche en découvertes et en réflexions. Les premières pages de l'histoire des mystères du triangle des Bermudes prennent forme au IXe siècle, lorsque cette région de l'océan Atlantique commençait déjà à accueillir des récits allant au-delà du quotidien. L'un de ces épisodes marquants fut la rencontre du navire britannique Helen Austin avec une goélette dérivante en 1881.
Cet incident, riche en détails, lui a conféré une place dans la légende maritime. Helen Austin traversait l'Atlantique, empruntant un itinéraire reliant Miami, les îles Bermudes et Porto Rico. C'était un navire marchand de l'ère victorienne, dont la coque en bois, renforcée par des étriers en fer, était flanquée de grands mâts portant des voiles pleines, tandis que son équipage se composait de marins aguerris, rompus aux caprices de l'océan. Le jour, où tout a eu lieu, débuta comme n'importe quel autre. Le soleil brillait haut dans le ciel, se reflétant sur les eaux sereines. Une légère brise poussait le navire vers l'avant, tandis que l'horizon semblait s'étendre à l'infini. À un moment donné, une goélette se dessina devant eux, un petit bateau dérivant sans signe de vie. Les voiles pendaient, comme si elles n'avaient pas été touchées depuis longtemps. Les mâts oscillaient doucement sur les vagues, et le pont paraissait désert, comme si l'équipage s'était évaporé dans l'air. Pour les marins de cette époque, une telle découverte n'avait rien d'extraordinaire. Les navires restaient souvent sans équipage à cause des tempêtes, des attaques de pirates ou d'épidémies de maladies, telles que le choléra, emportant des personnes en pleine mer. Un tel navire pouvait devenir la proie de ceux qui le découvraient, soit pour aider les naufragés, soit pour profiter de l'occasion en le remorquant au port. Le capitaine de Helen Austin décida de suivre les traditions maritimes et d'envoyer des hommes à bord. Quelques marins descendirent dans la chaloupe et se dirigèrent vers la goélette. Les vagues s'écrasaient doucement contre la coque alors qu'ils montaient par l'échelle de corde sur le pont de ce navire énigmatique. L'examen montra que la goélette était en excellent état. Dans la cale se trouvait une cargaison, probablement des sacs de laine, des caisses de tabac ou des fûts de rhum, soigneusement empilés et fixés avec des cordes, comme s'ils venaient d'être inspectés avant de prendre la mer. Les voiles, bien que pendantes, conservèrent leur intégrité, les cordages n'étaient pas déchirés, et le gouvernail tournait avec un léger grincement, mais sans résistance. Dans les cabines, des indices de présence humaine subsistaient. Un livre usé, ouvert au milieu, un manteau en laine, une pipe en cuivre avec des restes de tabac sur la table, à côté d'une chope en étain. Aucun signe de lutte, pas de taches de sang, pas de planches brisées, ni de traces d'inondation. La goélette semblait avoir été abandonnée par son équipage de son plein gré, sans précipitation, laissant tout tel quel. Les marins demeurèrent à bord pour mettre la goélette en mouvement et suivre leur navire. La tâche semblait simple. Hisser les voiles, prendre le contrôle et escorter cette découverte jusqu'au port le plus proche où elle pourrait être remise aux autorités ou vendue moyennant récompense. Jusqu'à ce moment-là, le temps était resté clément, avec une légère brise et un ciel clair. Cependant, tout changea rapidement. Les nuages commencèrent à s'épaissir, le vent se renforça et une tempête se profilait à l'horizon. Les vagues se creusèrent, débordant sur les bords, et les deux navires perdirent temporairement de vue l'un l'autre au milieu du rideau de pluie et des éclairs. La tempête dura plusieurs heures. L'eau inondait le pont. Le vent hurlait dans les cordages et l'horizon était masqué par un épais rideau gris. Lorsque la tempête se calma enfin, le Helen Austin retourna à sa position précédente pour retrouver ses hommes et la goélette. Mais il n'y avait rien. La goélette avait disparu, comme si elle s'était évaporée dans l'océan, emportant avec elle les marins envoyés à son bord. L'équipage inspecta les eaux environnantes, scrutant à travers les jumelles, écoutant le silence, se déplaçant lentement en cercle, espérant apercevoir quoi que ce soit.
aucun débris, aucune chaloupe, ni indice qu'un navire avec des hommes ait récemment été ici. La mer s'étendait devant eux, lisse et vide, comme si la tempête avait tout balayé sur son passage. Ce cas devint l'une des premières étrangetés liées à la région, qui sera par la suite désignée comme le triangle des Bermudes. L'histoire de le Helen Austin commença à circuler beaucoup plus tard, lorsqu'en 1940, elle fut évoquée dans un journal. Le récit reposait sur des traditions maritimes orales, transmises de génération en génération, mais aucun document, journal de bord, rapport officiel, ni témoignage d'observateurs n'a été conservé. Tout ce qui nous est parvenu repose sur cette publication, qui a peut-être embelli les événements pour capter l'intérêt des lecteurs. Les cas suivants, liés à la Marie Céleste, ajouteront de nouvelles nuances à cette série de rencontres inexplicables dans ces mêmes eaux. La Marie Céleste quitta New York en novembre 1872 à destination de Gênes. C'était un navire à 2 mâts, construit au Canada, avec un équipage de 10 personnes. Le capitaine Benjamin Briggs, sa femme Sarah, leur fille de 2 ans Sophia, et 7 marins. Dans la cale se trouvaient des fûts d'alcool dénaturés destinés à des clients italiens. La traversée commença sous un ciel dégagé et avec un vent favorable, et tout semblait indiquer un voyage ordinaire à travers l'océan. Le 4 décembre, le navire britannique Dei Gracia, en route de New York vers Gibraltar, découvrit la Marie Céleste à des centaines de milles des îles Açores, près des limites de ce qui sera plus tard désigné comme le triangle des Bermudes. Le capitaine David Marhouse, qui connaissait personnellement Briggs, remarqua que la goélette se déplaçait de façon erratique. Les voiles étaient hissées à moitié et le gouvernail oscillait librement. Les signaux n'obtinrent aucune réponse et Marhouse envoya 3 marins dans une chaloupe pour inspecter le navire. En montant à bord, ils découvrirent un vide inquiétant. L'équipage avait disparu, mais le navire était en bon état. Les fûts de la cargaison étaient dans la cale. L'un d'eux était brisé, tandis que les autres demeuraient intacts. Les voiles et les mâts étaient en bon état, et la coque ne présentait aucun dommage. Dans la cabine du capitaine se trouvaient des instruments de navigation, une carte datée du 25 novembre, la machine à coudre de Sarah et des jouets pour leur fille. Les couchettes des marins étaient faites et les coffres contenant des vêtements et du tabac n'avaient pas été touchés. Le journal de bord se conclut par une entrée datée du 25 novembre, mentionnant les coordonnées de l'île de Santa Maria. La chaloupe de sauvetage manquait et les cordages avaient été coupés avec soin. La boussole était brisée. On trouva environ 1 mètre d'eau dans la cale, sans que cela ne constitue une menace pour le navire, et les pompes fonctionnaient. La nourriture, l'argent et les objets de valeur étaient restés à leur place. Le Dei Gracia transporta la Marie Céleste à Gibraltar, où une enquête fut ouverte. Les autorités britanniques examinèrent le navire et interrogèrent l'équipage de Marhouse, mais ne trouvèrent aucune indication de violence ou de maladie. L'alcool contenu dans les fûts fut jugé sans danger. L'affaire fit la une des journaux, contribuant à accroître la notoriété de la région. L'histoire de la Marie Céleste figure dans les documents officiels de l'enquête de Gibraltar et dans les publications de la presse britannique de 1872, incluant le Times. Ces sources sont dignes de confiance, car elles reposent sur les témoignages de l'équipage et l'examen effectué par les autorités. Cependant, l'absence de témoins à bord de la Marie Céleste laisse des zones d'ombre. L'enquête n'a pas élucidé la raison précise du départ de l'équipage et les explications varient.
Certains évoquent une panique causée par les vapeurs d'alcool, bien que cette théorie soit contestée par l'analyse. D'autres parlent d'une tempête, alors que les données météorologiques indiquent un temps calme. D'autres supposent encore que l'équipage a abandonné le navire dans une chaloupe par crainte d'un naufrage lié à l'eau présente dans la cale, bien que son niveau n'ait pas été alarmant. Cette version, fondée sur une peur mal placée de naufrage, est jugée comme la plus plausible compte tenu de la pompe démontée et de l'absence d'autres menaces. Devant nous se présente le récit d'un cyclope dont le destin au XXe siècle fera découvrir de nouvelles facettes à ses disparitions mystérieuses. En 1918, en pleine Première Guerre mondiale, le charbonnier américain Cyclope a ajouté un nouveau chapitre à la saga des disparitions dans ses eaux. Ce navire, contrairement aux voiliers du passé, était un impressionnant vapeur en acier, mais sa disparition s'est révélée tout aussi inexpliquée. Le Cyclope appartenait à la marine des États-Unis et était principalement utilisé pour le transport de charbon et de minerais. C'était un vapeur de 165 mètres de long, avec un équipage et des passagers totalisant 309 personnes, comprenant des marins, des officiers et plusieurs civils, dont le consul des États-Unis à Rio de Janeiro. Le 4 mars 1918, le navire a quitté le port de la Barbade en direction de Baltimore. Sa cargaison était constituée de minerais de manganèse, un matériau lourd crucial pour l'industrie sidérurgique, particulièrement important en temps de guerre. Le temps ce jour-là était agréable, avec une légère brise et un ciel dégagé, et le navire était en bon état suite à un contrôle récent au port. Le Cyclope a été remarqué pour la dernière fois près de la Barbade, alors qu'il sortait du port. La communication radio avec le navire a été maintenue durant les premiers jours de la traversée, mais a ensuite été coupée. Aucun signal de détresse n'a été reçu, ni d'informations concernant des problèmes avec les moteurs, la cargaison ou la météo. Le navire a disparu quelque part entre la Barbade et la côte est des États-Unis, dans la zone du triangle des Bermudes. Les opérations de recherche ont été lancées lorsque le Cyclope ne s'est pas présenté à Baltimore à la date prévue, le 13 mars. La marine a envoyé des navires et des avions pour explorer la route, mais aucun signe du navire ni des 309 personnes à bord n'a pu être détecté. L'océan demeurait désert, comme si le navire s'était volatilisé dans ses immensités. L'enquête réalisée aux États-Unis a été marquée par un total manque d'indices. Le Cyclope était un navire fiable, construit en 1911, sous le commandement du lieutenant George Worley, un officier expérimenté. Cependant, ses origines allemandes ont par la suite alimenté des rumeurs de sabotage sans fondement. La météo en mars 1918, le long de la route, a demeuré stable, sans tempête violente. Selon les rapports météorologiques, la cargaison de minerais de manganèse était jugée stable et la surcharge était considérée comme exclue sur la base des traversées précédentes. L'histoire du Cyclope a été préservée dans les rapports officiels de la marine des États-Unis et dans la presse américaine de 1918, comme le New York Times. Ces documents se fondent sur les données de la marine, ainsi que sur des témoignages provenant de la Barbade. Mais l'absence d'épaves ou de messages radio laisse de nombreuses questions sans réponse. Les explications divergent. Certains avancent l'hypothèse d'une tempête soudaine, non documentée dans les rapports météorologiques. D'autres évoquent une attaque d'un sous-marin allemand, bien que l'activité ennemie dans cette région n'ait pas été relevée. D'autres encore parlent d'une instabilité de la cargaison ou d'une défaillance du moteur.
l'enquête n'a pas permis de déterminer de causes précises et aucune théorie n'a été appuyée par des preuves convaincantes. La version la plus plausible évoque une défaillance technique cachée, possiblement une brèche dans la coque sous le poids du minerai, ce qui aurait pu provoquer un naufrage imminent. Des cas comme celui du Cyclope, disparu en 1918, laissèrent derrière eux une traînée de mystères sans explication. Chaque incident de ce genre, des voiliers du Xe siècle aux navires en acier du XXe siècle, se transformait en une énigme entourée de spéculations. Les eaux de l'Atlantique ont préservé ces récits, tandis qu'un mythe s'est progressivement constitué autour d'eux. Le sort du Cyclope, en 1918, nous laisse avec l'énigme d'un géant d'acier disparu. Cependant, l'histoire des mystères de l'Atlantique ne se limite pas à des cas isolés. Elle s'inscrit dans quelque chose de plus vaste, une légende qui traverse les siècles et les continents. Les récits de navires disparus dans ces eaux ont commencé à émerger dès le Xe siècle, alors que la navigation reliait le monde à travers des routes commerciales. Les marins de cette époque échangeaient des histoires de navires, disparaissant sans laisser de traces, les faisant circuler de bouche à oreille dans les tavernes portuaires. Certains se rappelaient même des écrits de Christophe Colomb. Les feux de Saint-Elme sont des décharges électriques apparaissant sur les mâts et les cordages lors des orages. Bien qu'ils soient évoqués dans ces journaux comme un phénomène naturel, ils ne sont pas associés aux disparitions, et les histoires liées à Colomb persistent en tant que mythes, ces rumeurs, issues des épisodes que nous avons explorés auparavant, sont restées éparpillées jusqu'à ce que le XXe siècle leur donne une nouvelle impulsion, reliant les anciennes traditions aux disparitions modernes. C'est ce mythe que Vincent Gaddis a concrétisé en une image claire, lui attribuant un nom reconnu à l'échelle mondiale. À mesure que les technologies avançaient et que les rapports de disparition se multipliaient, ces récits ont commencé à captiver l'attention au-delà des cercles maritimes. Au XXe siècle, le nombre de disparitions s'était accumulé, notamment dans la partie occidentale de l'Atlantique, où les routes entre l'Amérique, l'Europe et les Caraïbes se croisaient le plus souvent. La presse saisissait chaque incident, y ajoutant des détails et des spéculations, renforçant ainsi l'intérêt du public. Cependant, le véritable tournant est survenu plus tard, lorsqu'une personne a réussi à regrouper ces récits épars en un tout cohérent, leur attribuant un nom qui s'est ancré à jamais dans l'imaginaire de millions de personnes. En 1964, l'écrivain américain Vincent Gaddis a publié un article dans le magazine Argosy, une publication populaire orientée vers la presse à sensation et spécialisée dans les histoires étonnantes, les aventuriers et les phénomènes insolites. L'article portait le titre « Le triangle des Bermudes mortelles » et a introduit ce terme dans le langage courant pour la première fois. Gaddis a compilé des cas comme celui de la Maria Céleste, du Cyclope et d'autres, évoqués depuis des décennies, et a décrit la zone entre Miami, les îles Bermudes et San Juan comme un endroit où se produisent des disparitions inexpliquées. Il s'est appuyé sur des archives, des articles de presse et des rapports maritimes, y ajoutant un style dramatique qui captivait les lecteurs. Dans son article, il justifiait les disparitions par un mélange de science et de fantaisie. Il mentionnait des anomalies magnétiques, faisant référence à d'anciens récits de panne de compas, bien qu'il n'apporte aucune preuve concrète. Il mentionnait des phénomènes météorologiques étranges, tels que des tempêtes soudaines, et laissait entendre l'existence de courants sous-marins
capable d'emporter des navires. Dans certains passages, il évoquait l'intervention de forces extraterrestres ou d'énergie mystérieuse, ce qui a particulièrement séduit le public. La publication dans Argosy, avec un tirage de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, a généré une vague d'intérêt. Les lecteurs, captivés par l'idée d'une zone mystérieuse de l'océan, ont commencé à en discuter par lettres, lors de conversations et même dans les pages d'autres revues. Gaddis n'a pas inventé ces histoires. Il leur a simplement donné une structure, un nom et une carte, transformant des événements dispersés en une légende collective. Son travail a inspiré une multitude de livres, d'articles et de recherches, et le terme « triangle des Bermudes » s'est rapidement répandu au-delà des États-Unis. Dans les années 1970, cette idée était devenue intégrée à la culture populaire, suscitant un intérêt pour les cas passés, ainsi que pour de nouveaux incidents. Il a approfondi ce thème dans son livre « Horizons invisibles », publié en 1965, où il a ajouté encore plus d'exemples et de spéculations, renforçant ainsi l'image du triangle comme un phénomène mystérieux. L'histoire de Gaddis et de son article dans Argosy a été préservée dans les numéros originaux du magazine, ainsi que dans les publications ultérieures de l'auteur, y compris le livre « Horizons invisibles » publié en 1965. Ces documents reposent sur des événements réels, mais leur format discutable et la tendance de Gaddis à exagérer, notamment à travers ses allusions au surnaturel sans preuve, mettant en cause leur rigueur scientifique, comme le révèle une comparaison avec les archives. C'est ainsi que la légende est née, alliant les rumeurs du XIXe siècle aux disparitions du XXe, et créant un phénomène dont nous parlons encore aujourd'hui. À la mi-XXe siècle, ces eaux sont devenues le scène non seulement de disparitions de navires, mais également d'avions, étendant ainsi les frontières du mystère à l'ère de l'aviation. L'un des cas les plus célèbres ayant renforcé cette réputation est celui du vol 19 en 1945. 5 bombardiers de la marine américaine et un avion de sauvetage envoyé à leur secours ont disparu dans les cieux, ne laissant derrière eux que des fragments de communication radio et d'interrogation qui continuent d'intriguer les esprits. Le 5 décembre 1945, 5 torpilleurs Avenger ont décollé de la base navale de Fort Lauderdale, en Floride. C'était un vol d'entraînement dirigé par le lieutenant Charles Taylor, un pilote disposant de 2000 heures de vol et vétéran de la Seconde Guerre mondiale. À bord, il y avait 14 personnes, Taylor, ainsi que 13 cadets et instructeurs prenant part à des exercices de navigation et de bombardement au-dessus de l'océan. La mission était standard, se rendre au récif, larguer des bombes d'entraînement et revenir par les Bahamas. L'itinéraire passait par une zone entre la Floride, les îles Bermudes et les Bahamas, une région déjà réputée pour ses mystères. Le temps, ce jour-là, était clair, avec une légère brise et une excellente visibilité, promettant un vol paisible. Le décollage a eu lieu à 14 heures et le groupe s'est dirigé vers le récif. 1h30 plus tard, des messages radio troublants ont commencé à parvenir de la base. Taylor a déclaré « Les compas sont en panne. Nous ne savons pas où nous sommes. » Sa voix semblait perdue, ce qui était inhabituel pour un pilote chevronné. Un des cadets a commenté « Nous volons vers l'est, alors que nous devrions aller vers l'ouest, indiquant un écart par rapport à leur cap. » Ensuite, Taylor a affirmé « L'océan a l'air étrange. Ce n'est pas ce que ça devrait être. » Les communications devenaient de plus en plus chaotiques. Les pilotes parlèrent de la perte de repères, bien que le soleil brillait toujours. À 16h25,
un autre message a été enregistré. Nous entrons dans de l'eau blanche. Nous sommes complètement perdus. Le terme « eau blanche » désigne généralement des vagues écumantes, mais par temps clair, cela semblait inexplicable et reste une énigme à ce jour. Après cela, la communication a été coupée. Ces messages sont attestés par les enregistrements de la base, bien que des interférences et des chevauchements de voix aient altéré certaines frises. La base a réagi immédiatement. À 18h20, un hydravion Martin Mariner avec 13 personnes à son bord a décollé pour lancer les recherches. Cet appareil était conçu pour des opérations de sauvetage et avait une capacité de carburant suffisante pour plusieurs heures. 21 minutes plus tard, le Mariner a signalé son entrée dans la zone de recherche, mais la communication a rapidement été perdue. Ce même soir, les forces navales ont déclenché une opération. Plus de 20 navires et 250 avions ont examiné une zone de 300 000 miles carrés, englobant les Bahamas et le Gulf Stream. La recherche a duré 5 jours, mais aucune trace des 27 personnes n'a été retrouvée. L'enquête de la marine américaine a commencé le lendemain. Les enregistrements des communications, l'état des avions et les conditions météorologiques ont été analysés. Les Avengers étaient en bon état avant le décollage et disposaient de réservoirs pleins. Taylor a été soupçonné d'avoir commis une erreur. Il aurait pu confondre les Bahamas avec la Floride, entraînant ainsi le groupe dans l'océan ouvert. Mais la défaillance des compas de tous les appareils demeurait inexpliquée. L'hydravion Martin Mariner aurait pu exploser à cause des vapeurs de carburant. Le navire marchand Gaines Mills a remarqué une lueur dans le ciel à 18h30, mais aucune preuve concrète n'a été trouvée. Le temps était stable, sans tempête. Des radioamateurs à Miami interceptaient des signaux, et l'un d'eux affirmait avoir entendu la phrase « On dirait que nous sommes au-dessus du golfe du Mexique ». Cependant, aucune confirmation n'a été apportée à ce sujet. Cette affaire a suscité de nombreuses théories. Officiellement, les forces navales penchaient pour l'idée que les Avengers s'étaient égarés à cause d'une défaillance, se dirigeant vers l'est avant d'épuiser leur carburant, tandis que le Martin Mariner avait explosé. Cependant, la popularité du triangle a nourri les rumeurs. Dans les journaux des années 1950, il était suggéré que la mission pouvait être secrète, un essai de nouvelle arme ou une mission de reconnaissance dans les Caraïbes, bien que les documents de la marine n'indiquent qu'un entraînement. D'autres théories évoquaient un enlèvement par des extraterrestres, où l'eau blanche était interprétée comme une trace d'engin extraterrestre ou un portail. Des hypothèses circulaient également sur des anomalies temporelles ayant projeté les avions dans une autre dimension, alimentées par l'imaginaire suite à l'article de Gaddis. Bien qu'aucune preuve ne soutienne ces idées, elles étaient largement débattues dans la presse et dans divers livres. Cette affaire ne représentait que les débuts d'une série de disparitions aéronautiques. 3 ans plus tard, en 1948, un avion de passagers Douglas DC-3 a disparu dans les mêmes eaux, laissant derrière lui un bref message radio et 32 personnes sans aucune trace. Cette histoire ajoute une nouvelle dimension à la chronique de l'inexplicable, nous plongeant encore plus profondément dans l'ère de l'aviation. Le 28 décembre 1948, le Douglas DC-3 a décollé de San Juan en direction de Miami, en Floride. Il s'agissait d'un vol charter de la compagnie aérienne Airborne Transport, transportant 29 passagers, principalement des Portoricains rentrant chez eux après les fêtes, ainsi que 3 membres d'équipage dirigés par le capitaine Robert Lindquist. L'avion a quitté San Juan à 22h Eastern, heure locale,
avec une réserve de carburant suffisante pour 5 heures de vol. Les conditions météorologiques étaient propices, ciel dégagé, brise légère et bonne visibilité. C'étaient des conditions idéales pour un vol nocturne de 400 miles au-dessus de l'océan. Le vol s'est déroulé sans incident jusqu'à minuit, lorsque le Douglas DC-3 a contacté les contrôleurs à Miami. Lindquist a annoncé « Nous sommes à 50 miles de vous, tout va bien ». Ce fut son dernier message. L'avion se situait alors à 180 miles de Miami, à mi-chemin dans la zone du triangle des Bermudes. Après cette communication, le silence s'est installé. Aucun signal de détresse, aucun indice de problème. Lorsque le Douglas DC-3 n'a pas atterri comme prévu vers 2h du matin le 29 décembre, les contrôleurs ont déclenché l'alerte. L'opération de recherche a commencé à l'aube. La marine américaine et la garde côtière ont mobilisé des navires et des avions pour explorer l'itinéraire. La zone couvrait des milliers de miles carrés, englobant les eaux autour des Bahamas et du Gulf Stream. Les sauveteurs cherchaient des débris, des canaux de sauvetage ou des taches d'huile, mais n'ont rien découvert. Un des pilotes a signalé un faible signal radio à 3h du matin, potentiellement en provenance du Douglas DC-3, mais il a rapidement disparu et aucune confirmation fiable n'a été obtenue. La recherche a duré plusieurs jours, mais aucune trace des 32 personnes n'a été retrouvée. L'océan s'est à nouveau tu, dissimulant un autre mystère. L'enquête menée par l'administration de l'aviation civile a été confrontée à un manque de preuves. L'avion avait été inspecté à San Juan, où les moteurs fonctionnaient correctement et le niveau de carburant était conforme. Lindquist était considéré comme un pilote expérimenté, tout comme son copilote et le mécanicien de bord, qui avait également une bonne réputation. Les conditions météorologiques cette nuit-là étaient stables, sans tempête ni turbulence. Selon les rapports météorologiques de Miami et de San Juan, l'équipement radio avait été vérifié avant le décollage et fonctionnait comme prévu. La seule piste était le message « Tout va bien », qui n'indiquait aucun problème, suivi d'une interruption de communication peu après. L'affaire a donné lieu à différentes interprétations. Officiellement, une défaillance était envisagée, comme une panne moteur ou un incendie, bien que l'absence de signal de détresse contredise cette hypothèse. Certains ont évoqué le facteur humain, suggérant une erreur de navigation du pilote, mais l'itinéraire était simple et la nuit claire. Rapidement, des rumeurs ont commencé à circuler, alimentées par la notoriété du triangle. Des anomalies magnétiques perturbant les instruments ou une tempête soudaine non détectée par les stations étaient évoquées. Dans la presse des années 1950, les théories sur un éventuel enlèvement par des extraterrestres ont émergé, parfois liées au vol 19, mais il n'y avait là encore aucune preuve tangible. L'histoire du Douglas DC-3 est documentée dans les rapports de l'administration de l'aviation civile américaine et dans les journaux de 1948. Ces documents reposent sur les témoignages des contrôleurs et les données de recherche, mais l'absence de débris soulève de nombreuses questions sans réponse. La version la plus plausible évoque une défaillance technique ayant conduit à une catastrophe rapide, mais la cause précise reste indéterminée. Le dernier des cas de disparition mystérieuse que nous explorerons est celui du bateau Witchcraft qui a disparu en 1967. Cet événement s'est produit près de 20 ans après la disparition du Douglas DC-3, déplaçant le mystère de l'Atlantique vers l'ère des technologies modernes. Ce cas se démarque par sa proximité avec la côte et la rapidité avec laquelle le navire a disparu, ne laissant derrière lui que le silence
à l'endroit où des voix résonnaient encore récemment. Le 22 décembre 1967, le yacht Witchcraft a quitté Miami, en Floride. Il s'agissait d'un petit bateau de 7 mètres, appartenant à Dan Burak, un homme d'affaires local, passionné par les promenades en mer. À bord se trouvait Burak lui-même et son ami, le prêtre Patrick Hogan. Ils avaient prévu une courte excursion le long de la côte pour admirer les lumières de Noël de Miami depuis l'eau. Le yacht a appareillé vers 19h, prenant la direction de la bouée numéro 7, située à 1 mile de la côte. À 21h, la garde côtière a reçu un signal du Witchcraft. Burak a déclaré « Nous avons un problème. Nous avons heurté quelque chose. Nous avons besoin d'aide. » Sa voix était calme, dénuée de panique, ce qui suggérait une défaillance mineure. Il est possible que l'hélice se soit accrochée à un récif ou à des débris. Il a indiqué sa position près de la bouée numéro 7, à 1 mile de la côte, et a demandé une assistance de remorquage. Le contrôleur a confirmé qu'une aide serait sur place dans 20 minutes et a demandé à Burak de tirer une fusée de détresse pour faciliter les recherches. Burak a accepté et la communication a pris fin. La garde côtière est arrivée près de la bouée à 21h19, 19 minutes après l'appel. La mer était calme et la visibilité bonne. Les lumières de Miami brillaient au loin. Cependant, il n'y avait aucun yacht à l'horizon, aucune trace du Witchcraft, ni de Burak ou de Hogan. Les sauveteurs ont exploré la zone à la recherche de la fusée, de débris ou de taches de carburant, mais n'ont rien découvert. La recherche a été élargie jusqu'à 200 miles le long de la côte, mobilisant des navires et des avions de la marine. Les opérations ont duré plusieurs jours, mais ni le yacht ni ses passagers n'ont été retrouvés. Le navire, qui se trouvait à 1 mile de la côte, avait disparu en quelques minutes. L'enquête de la garde côtière a été confrontée à un vide. Le Witchcraft était en excellent état, ayant récemment été inspecté avec un canot de sauvetage gonflable et des gilets de sauvetage à bord que Burak n'avait pas eu le temps d'utiliser. La bouée numéro 7 se trouvait dans des eaux peu profondes, à environ 5 mètres de profondeur, rendant un naufrage improbable sans une tempête majeure, et les conditions météorologiques étaient claires. La radio fonctionnait correctement, et le signal était net, contradisant la communication. Des témoins sur la côte ont aperçu les lumières du yacht jusqu'à 21h, mais elles ont disparu après l'appel. Aucun récif ou obstacle n'a été signalé dans cette zone, bien que Burak ait évoqué une collision. L'affaire a donné lieu à différentes théories. La garde côtière a supposé que le yacht avait pu couler à cause d'une voie d'eau cachée, mais l'absence de débris contredit cette hypothèse. Des marins locaux ont mentionné un fort courant qui aurait pu emporter le navire dans le Gulf Stream, bien que sa vitesse ne justifie pas une disparition en seulement 19 minutes. D'autres rumeurs évoquaient des enlèvements par des extraterrestres ou un tourbillon soudain, sans qu'aucune preuve ne vienne les étayer. Dans la presse des années 1900 ou 60, un lien avec le vol 19 a été exploré, renforçant ainsi le mystère autour de cette affaire. Ces documents s'appuient sur des enregistrements radio et des témoignages, mais l'absence de preuves tangibles laisse des zones d'ombre. La théorie la plus plausible demeure celle d'une défaillance rapide, ayant conduit à un naufrage. Cela pourrait être survenu à la suite d'une collision avec un objet non visible, mais la cause précise n'a jamais été déterminée. Au fil des siècles, les disparitions dans l'Atlantique ont confronté l'humanité à l'inexplicable, suscitant des recherches sur les causes cachées inhérentes à ces eaux. Le triangle des Bermudes, connu pour de nombreuses disparitions de navires et d'avions,
est devenu un lieu où les scientifiques s'efforcent de percer le mystère. Parmi les hypothèses fondées sur des faits, les anomalies magnétiques se démarquent, un phénomène lié aux spécificités du champ géomagnétique terrestre qui peut altérer la navigation dans cette région. La Terre est entourée d'un champ magnétique généré par le mouvement du fer en fusion dans son noyau. Ce champ oriente les aiguilles des boussoles vers le nord magnétique, aidant ainsi les marins et les pilotes à établir leur cap. Cependant, à certains endroits, ce champ n'est pas homogène. Il peut être déformé par des structures géologiques ou par des variations dans ses lignes de force. Dans la zone désignée sous le nom de triangle des Bermudes, une situation particulière se manifeste. Ici, le nord vrai, le point géographique où convergent les méridiens, et le nord magnétique, déterminé par le champ, sont plus proches l'un de l'autre que dans de nombreuses autres parties du monde. Cette intersection crée une zone où les boussoles peuvent s'écarter de la direction attendue. Les scientifiques observent que dans cette région, la différence entre le nord vrai et le nord magnétique peut atteindre 10 à 15 degrés. Pour une personne non préparée, qui s'appuie uniquement sur sa boussole, cette déviation peut conduire un navire ou un avion à se retrouver à des centaines de miles de son cap initial. Historiquement, les marins ont observé de tels dysfonctionnements dans l'Atlantique occidental dès le Xe siècle, lorsque les instruments commençaient à afficher des données erronées sans raison apparente. Des recherches géophysiques contemporaines constatent la présence de telles anomalies. Les magnétomètres utilisés lors des expéditions des années 1970 ont enregistré des perturbations locales du champ près des Bermudes et des récifs des Bahamas. Ces déformations sont liées à des structures sous-marines, ainsi qu'au déplacement des lignes magnétiques qui unissent l'équateur au pôle. La fondation scientifique de cette hypothèse s'appuie sur des données concernant le champ magnétique terrestre. L'Administration nationale océanique et atmosphérique souligne que dans le triangle, le champ est sujet à des variations amplifiées par les caractéristiques géologiques de la région, telles que les bancs peu profonds et les failles. Cependant, ces anomalies ne sont pas destructrices en elles-mêmes. Elles n'affectent que la navigation en biaisant les indications des boussoles. Au XXe siècle, avec l'avènement des gyroscopes et des systèmes satellitaires, leur impact est devenu moins marquant. Cependant, pour les navires et les avions d'antan, qui dépendaient d'instruments simples, cela pouvait constituer une menace sérieuse. L'hypothèse des anomalies magnétiques a été développée dans les recherches scientifiques des géophysiciens, sur la base des mesures du champ effectuées au milieu du XXe siècle. Ces travaux s'appuient sur les données collectées lors d'expéditions et sur l'observation du comportement des boussoles en mer ouverte. Bien qu'elle explique les dysfonctionnements de la navigation, cette hypothèse soulève la question de pourquoi certaines disparitions se produisaient même par temps clair ou avec des équipages expérimentés. Cela incite à explorer d'autres hypothèses scientifiques, telles que les émissions de méthane, que nous aborderons ultérieurement. La prochaine hypothèse nous plonge sous la surface de l'océan et s'intéresse aux émissions de méthane, un processus naturel qui peut brusquement modifier les conditions en mer. Cette idée s'appuie sur la géologie du fond marin et propose une explication quant à la manière dont certaines disparitions pourraient se produire instantanément, sans laisser de traces dans ce lieu tumultueux de la planète. Le méthane se forme dans les profondeurs des couches sédimentaires du fond océanique, où des restes organiques, allant des algues anciennes aux microbes, se décomposent en l'absence d'oxygène. Sous pression, ce gaz se transforme en hydrate,
des structures solides ressemblant à de la glace. Dans l'Atlantique occidental, de tels gisements se rencontrent dans des zones peu profondes et le long du plateau continental, notamment là où des failles tectoniques compromettent la stabilité. Lorsque la température ou la pression fluctuent en raison de glissements sous-marins ou de courants, les hydrates se décomposent, libérant des bulles de gaz qui remontent rapidement à la surface, formant parfois des colonnes pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres de hauteur. Pour les navires, cela constitue un danger. L'eau saturée de bulles de méthane voit sa densité diminuer. Au lieu des 1000 kg par mètre cube habituels, elle devient plusieurs dizaines de fois plus légère. Un navire dans une telle zone perd alors sa flottabilité et peut sombrer en quelques secondes sans avoir le temps d'émettre un signal. Des expériences réalisées dans des laboratoires dans les années 1980 ont démontré qu'un petit navire peut sombrer presque instantanément lors de telles émissions. Les scientifiques avancent que de grosses bulles pourraient également faire s'effondrer de grands navires et que les débris seraient ensuite emportés par de puissants courants, similaires à ceux qui descendent le long des côtes. Les avions pourraient également être affectés par les effets du méthane. Lorsque le gaz s'échappe dans l'atmosphère, il atteint l'altitude de vol, modifiant ainsi sa composition. Un moteur aspirant un mélange riche en méthane peut provoquer un calage en raison d'une défaillance de la combustion du carburant. De plus, la turbulence, engendrée par de fortes émissions, peut également déstabiliser le vol. Les géologues des années 1990 ont confirmé la présence d'hydrates dans les sédiments le long des bancs de bogues, et des recherches sous-marines ont mis à jour des cratères et des failles, témoignant de précédentes éruptions de gaz. L'hypothèse des émissions de méthane est documentée dans les travaux scientifiques des géochimistes depuis les années 80. Ces études reposent sur l'analyse du fond marin, des tests en bassin et l'observation d'émissions dans d'autres mers. Elles expliquent comment des navires pouvaient disparaître sans laisser de traces, mais sont assujettis à une coïncidence rare. L'émission doit se produire exactement sous l'objet en transit. Cependant, la surface de l'océan dissimule d'autres forces tout aussi redoutables. Parmi celles-ci figurent les vagues scélérates, connues des marins comme des vagues tueuses, qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur. Cette notion nous pousse à examiner le mouvement des masses d'eau, offrant ainsi une perspective sur la façon dont ces pics gigantesques pouvaient entraîner des catastrophes dans cette région. Ces vagues se forment lorsque les vents et les courants convergent en un même point, s'intensifiant alors mutuellement. Elles se révèlent être 2 à 3 fois plus hautes que les vagues de tempête ordinaires et apparaissent de manière soudaine. Une mer calme peut créer un tel mur d'eau en quelques minutes. Longtemps considérées comme des légendes, ces vagues ont été enregistrées pour la première fois en 1995, lorsqu'un satellite a détecté une vague de 25 mètres au large de la Norvège. Dans l'Atlantique occidental, de telles conditions se forment par la collision de courants chauds et froids, notamment là où les vents terrestres rencontrent les courants océaniques. Des études indiquent que dans cette zone, ces vagues se produisent plus fréquemment que dans certaines autres régions du monde, en raison de la dynamique complexe des courants. Ceux qui ont été confrontés à elles et ont survécu les décrivent comme quelque chose d'éblouissant. Un marin des années 1970 se rappelait qu'au large de la Floride, son navire avait été submergé par une vague de la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Le navire s'est incliné presque jusqu'à la limite, mais a tenu bon, bien que tout sur le pont ait été emporté. D'autres ont décrit un bruit semblable
à un coup de tonnerre et comment de plus petites embarcations disparaissaient au moment de l'impact. De tels témoignages révèlent une force capable de briser des navires ou de les entraîner sous l'eau, ne laissant que des débris rares. Les océanographes, grâce à des satellites et des bouées, ont démontré qu'il y a une probabilité accrue de vagues scélérates le long du trajet des courants chauds dans l'Atlantique occidental. Les modèles identifient des points où les crêtes peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres en raison de la pression du vent et des courants. Les avions à haute altitude demeurent hors de leur portée, mais les appareils volant à basse altitude peuvent entrer dans la zone de turbulence générée par de telles vagues. Les travaux des scientifiques depuis les années 1990, basés sur des mesures et des témoignages oculaires, renforcent cette idée, mettant en lumière la puissance cachée de l'océan, qui pourrait avoir contribué aux disparitions. Les vagues scélérates ont démontré comment des masses d'eau peuvent écraser des navires dans l'Atlantique occidental. Mais même après de tels impacts, une question subsiste. Où disparaissent les traces? La réponse pourrait se trouver dans le Gulf Stream, un courant rapide qui se déplace à une vitesse de 8 km/h, emportant tout sur son passage. Cette idée nous pousse à examiner le mouvement des masses océaniques, illustrant comment la nature pourrait effacer les preuves de catastrophes dans cette région. Le Gulf Stream prend sa source dans le golfe du Mexique et s'écoule le long de la côte est de l'Amérique du Nord. Dans la zone, au large de la Floride, il atteint une largeur de 100 km et une profondeur pouvant aller jusqu'à 800 mètres, pompant des millions de mètres cubes d'eau chaque seconde. Sa vitesse de 8 km/h le distingue des autres courants, en faisant l'un des plus puissants au monde. Les eaux chaudes atteignant 25 degrés se déplacent du sud vers le nord, contournant les bancs et se dirigeant vers l'Europe, créant ainsi une bande invisible qui prédomine dans cet angle de l'Atlantique. Lorsqu'un navire ou un avion subit un accident, le Gulf Stream joue un rôle clé dans les opérations de recherche. Les débris, les canaux de sauvetage ou les taches de carburant sont emportés par ce courant et déplacés sur des dizaines de kilomètres en quelques heures. Par exemple, ce qui tombe au large de la Floride peut se retrouver sur les côtes de la Caroline du Nord, à 700 kilomètres au nord, en l'espace d'une journée. Cela rend les opérations de sauvetage presque inefficaces. Au moment où les équipes arrivent, tout est déjà éloigné ou englouti dans le tourbillon au bord du courant. Dans les années 1980, les océanographes ont démontré, grâce à des bouées dérivantes, que les objets dans le Gulf Stream se déplacent à cette vitesse et que les tourbillons turbulents peuvent les entraîner sous l'eau. Les marins ont observé que des cargaisons provenant de navires endommagés étaient retrouvées à des centaines de milles du lieu de l'accident. Les avions ne sont pas menacés par le courant, mais leurs débris sont également emportés, ce qui complique leur détection. Cette idée repose sur la mesure de la vitesse, les données satellitaires et l'observation du mouvement des objets, rassemblés depuis le milieu du XXe siècle, et montre comment l'océan pourrait dissimuler les conséquences des catastrophes. La prochaine étape consistera à examiner les facteurs météorologiques. Les courants rapides peuvent emporter les traces des catastrophes dans l'Atlantique occidental, laissant les sauveteurs les mains vides. Cependant, ces catastrophes commencent souvent par des forces agissant au-dessus de l'eau plutôt qu'en dessous. Les facteurs météorologiques, tels que les ouragans et les micro-explosions, nous ramènent à l'atmosphère, où le vent et la pression créent des conditions susceptibles de détruire des navires et des avions. Cette idée repose sur la puissance de la nature, qui a laissé son empreinte dans les archives météorologiques de cette région.
Les ouragans sont d'énormes tourbillons qui se forment au-dessus des eaux chaudes de l'Atlantique, où la température de surface dépasse 26 degrés. Ils se développent lorsque l'air humide s'élève, se refroidit et se condense, libérant ainsi de l'énergie qui entraîne les vents à des vitesses dépassant 110 km/h. Dans la zone, entre la Floride et les Caraïbes, la saison des ouragans s'étend de juin à novembre, atteignant un pic en septembre. Les archives de la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, documentent leur puissance dévastatrice. En 1969, l'ouragan Camille a frappé la côte du Mississippi avec des vents atteignant 300 km/h, brisant des navires et inondant les terres avec des vagues de 7 mètres de haut. De telles tempêtes sont capables de faire chavirer des navires et de faire tomber des avions volant à basse altitude, surtout s'ils pénètrent dans la zone des rafales les plus puissantes. Les micro-explosions constituent une autre menace, moins étendue, mais tout aussi insidieuse. Elles se produisent dans les nuages d'orage, lorsque l'air froid tombe rapidement vers le sol, frappant la surface à des vitesses allant jusqu'à 160 km/h. Contrairement aux ouragans, elles n'occupent que quelques kilomètres, mais leur puissance est redoutablement concentrée. La pression du vent peut faire chavirer des bateaux ou endommager les ailes des avions. Les archives météorologiques conservent un exemple de 1982, lorsqu'une micro-explosion au large de la Floride a arraché un yacht de son ancre, le projetant sur la plage en 1 minute. Un autre incident a été enregistré en 1978 près des Bahamas. Un bateau de pêche a coulé en raison d'une rafale de vent soudaine, bien qu'aucune tempête ne fût annoncée. Pour l'aviation, les micro-explosions sont particulièrement périlleuses en raison des abrupts changements de vent. Les pilotes qui se retrouvent dans une telle zone lors du décollage ou de l'atterrissage font face à une perte soudaine d'altitude. Dans les années 1980, les météorologues ont commencé à enregistrer ces phénomènes à l'aide de radars, découvrant leur fréquence pendant les mois chauds le long de la côte atlantique. Les ouragans, quant à eux, laissent une empreinte plus vaste. En 1992, l'ouragan Andrew a balayé la Floride, détruisant des dizaines de navires dans les ports et endommageant des hélicoptères de sauvetage volant à basse altitude. Les données sur ces événements sont conservées dans les archives de la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, ainsi que des stations météorologiques de la région des Caraïbes. Elles reposent sur des relevés radars, des témoignages de témoins oculaires et des bulletins météorologiques datant du milieu du XXe siècle. Cependant, la météo dans cette région camoufle aussi des phénomènes plus subtils, qui ne sont visibles que depuis les airs. Les nuages hexagonaux, découverts à partir des données de la NASA, nous transportent vers des zones turbulentes au-dessus de l'océan, où des formations étranges dans le ciel peuvent générer des conditions périlleuses pour ceux qui se trouvent en dessous. Cette notion repose sur l'observation depuis l'espace, mettant en lumière la dynamique cachée de l'atmosphère au-dessus de cette région de la planète. Les nuages hexagonaux sont des formations atypiques caractérisées par des contours nets, ressemblant à des alvéoles. Ils se forment lorsque l'air froid descend dans les couches chaudes au-dessus de l'eau, engendrant des cellules de convection. Contrairement aux nuages d'orage chaotiques, ces structures adoptent une forme géométrique grâce à la régularité des courants. La NASA a enregistré de tels nuages au-dessus de l'Atlantique occidental grâce au satellite Terra et à l'instrument MODIS, qui fournit un spectre à résolution moyenne. En 1992,
des images ont révélé leur présence au-dessus des Bahamas, avec des dimensions variant de 30 à 80 km de diamètre, près de la zone où les eaux chaudes favorisent l'instabilité atmosphérique. Ces nuages sont liés à la turbulence pouvant atteindre la surface. Les météorologues émettent l'hypothèse que ces nuages engendrent des courants d'air descendants, appelés micro-explosions, bien que sur une échelle plus réduite que lors des orages. Les données de la NASA de 1992 ont révélé que de tels courants peuvent générer des vents atteignant jusqu'à 160 km/h, percutant l'océan et soulevant des vagues allant jusqu'à 14 km/h. Des études radar menées dans les années 2010 ont confirmé que des zones turbulentes se forment plus fréquemment au-dessus de cette région durant les mois chauds, lorsque l'écart de température entre l'eau et l'air s'intensifie. Pour les navires, de telles conditions constituent une menace. Des rafales de vent inattendues peuvent faire chavirer des bateaux ou les dévier de leur trajectoire. Les avions, surtout à basse altitude, sont exposés à des changements abrupts de vent qui compromettent leur maniabilité. Les archives météorologiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, évoquent des incidents survenus en 1998 lorsqu'un bateau de pêche au large des côtes de la Floride a été pris dans un vent soudain lié à une structure nuageuse similaire, perdant sa cargaison, bien que la mer fût restée calme jusqu'alors. La théorie des nuages hexagonaux repose sur des données satellites de la NASA et sur des observations météorologiques depuis le début des années 90. Ces données s'appuient sur des images MODIS et des mesures des courants de vent, illustrant comment les nuages géométriques exacerbent la turbulence locale. Elles mettent en lumière le rôle de l'atmosphère dans la formation de zones dangereuses, bien que leur effet soit limité à certaines conditions. Eh bien, mes amis, nous voilà enfin arrivés à ce pourquoi vous avez probablement allumé cette conférence, à ce spectacle pseudo-scientifique agrémenté d'une touche de fantastique où la logique cède le pas au flot de l'imagination. Les nuages hexagonaux nous ont 581 segeds bzbzbzbgedjeong r. Abisots meka subel le 66 conductes structura, exexox sexcayub 700 dougugct, donjadung buri 2 seste, D58 de science rigoureuse. Mais maintenant, il est temps de plonger dans un monde où tout devient possible. Première étape, l'Atlantide, cette île légendaire dont les technologies englouties, comme le soutiennent les amateurs de mystère, continue de troubler les eaux de l'Atlantique occidental, faisant disparaître des navires et des avions comme par un ancien tour de magie. Cette notion puise ses racines dans des textes anciens, des prophéties et des fantasmes audacieux que nous allons maintenant explorer en détail. L'Atlantide fait sa première apparition dans les dialogues de Platon, le Timée et le Critias, rédigés vers 360 avant notre ère. Le philosophe grec l'a décrit comme une civilisation puissante, située au-delà des colonnes d'Hercule, autrement dit au-delà du détroit de Gibraltar, quelque part dans l'océan Atlantique. Selon lui, il s'agissait d'une île dotée de technologies avancées, une flotte immense, des canaux, des murs en or et des temples dirigés par des rois, jusqu'à ce que tout soit englouti par la mer en un jour, en raison de la colère des dieux. Platon évoque les récits des prêtres égyptiens, transmis à Solon, mais les historiens s'interrogent toujours sur le fait de savoir s'il s'agissait d'un événement réel ou d'une parabole sur le destin des empires arrogants. Les auteurs de science-fiction ont repris ce récit en le liant à l'Atlantique occidental. Ils soutiennent que l'Atlantide se cache quelque part sous les bancs de Bimini ou dans les Caraïbes,
et que ces machines englouties, qu'il s'agisse de cristaux énergétiques, d'émetteurs électromagnétiques ou même de dispositifs antigravitationnels, demeurent toujours actives. Dans les années 1920, le voyant américain Edgar Cayce a attisé l'intérêt pour cette légende. Il a affirmé avoir aperçu en rêve les ruines de l'Atlantide près de Bimini et a prédit leur découverte en 1968. Surprise, cette année-là, des plongeurs ont effectivement découvert la route de Bimini. Des dalles de pierre mystérieuses ont été découvertes sous l'eau, près de l'île de Bimini Nord, par le docteur Joseph Manson Valentine, biologiste passionné par les mystères sous-marins, accompagné d'une équipe de plongeurs. Ces dalles, pouvant mesurer jusqu'à 6 mètres de long, reposent à une profondeur de 5 mètres et forment une structure ressemblant à un pavage. Les passionnés les ont immédiatement identifiés comme les vestiges d'une ancienne civilisation. Mais ce n'est pas tout. Dans les années 1970, des plongeurs ont commencé à rapporter avoir aperçu des pyramides au fond marin près de Bimini. En 1977, une expédition dirigée par le chercheur américain Harry Marshall aurait mis à jour une structure sous-marine de 40 mètres de haut près de l'île de Caïssal, possédant des faces lisses rappelant celles des pyramides égyptiennes. On racontait des histoires d'eau cristalline, où la pyramide se présentait comme un mirage, accompagné de sensations étranges, comme si quelque chose bourdonnait sous les pieds. Ces découvertes ont nourri des théories étudiant qu'il pourrait s'agir de stations énergétiques de l'Atlantide, émettant des ondes perturbant les boussoles et les moteurs. Certains ont même avancé que les pyramides étaient reliées à la route de Bimini par un réseau unique, contrôlé par d'anciennes machines. La science, toutefois, demeure sceptique. Des géologues qui ont examiné la route de Bimini dans les années 1980 ont conclu qu'il s'agissait de formations en calcaire naturel, créées par des courants de marée il y a des milliers d'années, sans aucun signe d'intervention humaine. Les pyramides près de Caïssal ont également été remises en question. Les plongeurs n'ont trouvé aucune preuve de traitement de la pierre, et les photos de Marshall ont provoqué des débats. Certains percevaient des structures, tandis que d'autres n'observaient que des blocs naturels. Platon évoquait une catastrophe survenue il y a 9000 ans, mais l'archéologie n'a pas identifié de civilisation possédant de telles technologies à cette époque. Les premières villes, comme Jéricho, sont apparues plus tard, sans mentionner de cristaux ou de machines. Les anomalies magnétiques et les disparitions sont liées à l'Atlantide par les passionnés. Mais il n'existe malheureusement aucune preuve, seulement des conjectures. L'histoire de cette théorie puise ses racines dans les dialogues de Platon, les écrits de Cayce et des ouvrages tels que Le Triangle des Bermudes de Charles Berlitz, publié en 1974. Elle s'est enrichie des récits de plongeurs comme Valentine, Marshall et d'autres. Cependant, tout cela repose sur des textes anciens, des rêves et des découvertes controversées, plutôt que sur des faits établis. L'Atlantide demeure une fascinante fantaisie qui captive les esprits, mais ne supporte pas un examen scientifique rigoureux, nous menant vers la prochaine version, celle des extraterrestres dont nous parlerons par la suite. L'idée de l'implication des extraterrestres dans les mystères de l'Atlantique occidental a commencé à émerger au milieu du XXe siècle, lorsqu'une série de disparitions inexplicables a suscité l'attention du public. Dans les années 1950, les premiers récits d'objets volants non identifiés, de sphères lumineuses et de silhouettes en forme de disque sont apparus dans les magazines, observés au-dessus de l'océan. Cependant, le véritable pic d'intérêt s'est produit dans les années 1970, lorsque les rumeurs d'enlèvement et les témoignages oculaires
ont atteint leur sommet. Les gens ont alors commencé à affirmer que les extraterrestres utilisaient cette zone de l'Atlantique comme terrain pour leurs opérations, emportant peut-être des avions pour des études ou des expériences. L'un des témoignages marquants de cette époque provient d'un capitaine de navire marchand qui, en 1972, a rapporté avoir observé 3 lumières oranges suspendues au-dessus de son bateau, au large des côtes de la Floride. Il affirmait que les lumières se déplaçaient de manière synchronisée, puis s'élevèrent soudainement et disparurent, laissant l'équipage dans l'incompréhension. Cet incident a été couvert par le Miami Herald et a incité les ufologues à formuler de nouvelles théories. En 1976, le plongeur Robert Palmer, explorant près de Bimini, a décrit avoir vu un objet lumineux en forme de disque émerger de l'eau et s'envoler dans le ciel. Son récit a été publié dans un magazine où il a été suggéré qu'il s'agissait d'un vaisseau extraterrestre sortant d'une base sous-marine. Les rumeurs d'enlèvement se consensuent également. En 1975, un pêcheur des îles Bermudes a déclaré avoir vu un objet argenté planant au-dessus de son bateau. Après cela, il a perdu connaissance et s'est réveillé quelques heures plus tard à un autre endroit, à 20 miles de son emplacement initial. Son récit a été mentionné dans le livre « Le triangle des Bermudes » de Charles Berlitz, publié en 1974, où l'auteur a suggéré que les extraterrestres pouvaient enlever des personnes et des navires pour leurs propres besoins. Un autre témoignage est venu d'un pilote d'avion privé en 1976, qui affirmait avoir observé un énorme objet triangulaire au-dessus de l'océan, émettant de la lumière et se déplaçant à une vitesse anormale avant de disparaître. Cet incident a été évoqué dans l'émission de radio De Côte à Côte, renforçant la conviction d'une présence extraterrestre. Ces récits étaient alimentés par l'idée de bases sous-marines. Dans les années 1970, des plongeurs tels qu'Edwin Shooker, explorant près de Bimini, ont rapporté avoir observé des lumières sous-marines s'élevant des profondeurs. Shooker les décrivait comme des points lumineux pulsants, se déplaçant sous l'eau, puis se dissolvant dans l'air. Les ufologues, dont Donald Keyhoe, auteur du livre « Opération Cheval de Troie » de 1970, reliaient cela à de potentielles bases extraterrestres sous l'océan, d'où ces lumières auraient émané, laissant derrière elles des traces lumineuses. Berlitz a même suggéré que le triangle était une voie cosmique où les extraterrestres menaient leurs opérations, et que l'absence de débris pouvait s'expliquer par leur technologie avancée. La communauté scientifique aborde ces concepts avec scepticisme. Ni la NASA ni la Marine n'ont enregistré de preuves matérielles d'une présence extraterrestre dans cette région. Malgré les nombreuses observations depuis les années 1950, Larry Kusch, dans son livre « Le triangle des Bermudes, mystère résolu », publié en 1975, affirmait que les sphères lumineuses pouvaient être des météores, des boules de feu ou des feux de Saint-Elme. Il expliquait les récits d'enlèvement, soit par des inventions, soit par des effets psychologiques tels que la désorientation en situation de stress. Les sceptiques soulignent que ni les radars ni les satellites n'ont jamais confirmé la présence d'objets au comportement anormal et que les témoignages demeurent des histoires non vérifiées. La théorie des extraterrestres a perduré dans les publications, notamment dans les livres de Berlitz et les témoignages d'observateurs des années 1970, comme ceux de Palmer et Shooker. Elle repose sur les paroles des individus et les fantasmes des ufologues tels que John Keel et Donald Keyhoe, qui voyaient dans cette région une zone d'activité extraterrestre. Cependant,
sans preuve tangible, cette version reste une hypothèse fantastique qui fascine les esprits, nous conduisant vers la prochaine idée, les anomalies temporelles, dont nous parlerons ensuite. Les anomalies temporelles constituent une hypothèse qui nous pousse à envisager que dans cette région, les lois du temps pourraient être altérées, faisant disparaître des navires et des avions vers d'autres dimensions ou époques. L'un des cas les plus connus soutenant cette théorie est le vol de Bruce Gernon en 1970, que nous allons examiner en détail. Bruce Gernon, pilote américain et homme d'affaires, a commencé son vol le 6 décembre 1970. Il a décollé de l'aéroport d'Andros, aux Bahamas, se dirigeant vers Palm Beach, en Floride, à bord d'un petit avion. À bord se trouvaient son père et son partenaire commercial, pour un total de 3 personnes. Le parcours de 100 miles survolait l'Atlantique occidental, une zone réputée pour son mystère. Le décollage a eu lieu à 14 heures, et les conditions étaient claires, ciel bleu, léger vent et bonne visibilité. Gernon anticipait un vol normal de 45 minutes, avec une réserve de carburant de 3 heures et des instruments standards à bord. Quelques minutes après le décollage, à une altitude de 3000 mètres, il remarqua un étrange nuage devant lui. Celui-ci ressemblait à un tunnel, gris au bord net, avec des murs tourbillonnants et des éclats de lumière à l'intérieur. Selon ses dires, cela ne semblait pas être un nuage ordinaire, d'une densité notable et d'un diamètre d'environ 10 miles. Il avait une apparence artificielle. Décidant de l'éviter, il entama une manœuvre, mais le nuage semblait s'enrouler autour de l'avion, selon sa description. Rapidement, l'avion se retrouva à l'intérieur. La visibilité tomba à 0. Les instruments, y compris les compas, l'altimètre et la radio, commencèrent à mal fonctionner, leurs aiguilles tournant de manière chaotique. Gernon raconta plus tard qu'il voyait devant lui une lumière éclatante, alors que les murs du tunnel se resserraient, créant une sensation de vol à travers un couloir étroit. Le plus étrange se produisit ensuite. Quelques minutes plus tard, selon sa montre, environ 3 minutes, l'avion émergea du nuage mais se retrouva au-dessus de Miami, à 100 miles d'Andros. Le vol, qui devait durer 45 minutes, s'était achevé en 27 minutes, et il restait plus de carburant que prévu. Gernon affirma que le radar de Palm Beach avait enregistré son apparition inattendue, sans aucune trace sur les segments précédents de son parcours. Il désigna ce phénomène comme un brouillard électronique et supposa qu'il avait rencontré une anomalie temporelle, un saut dans le temps qui l'avait transporté à travers l'espace plus rapidement que ne le permettraient les lois de la physique. La science, cependant, remet en question ces théories. Les météorologues, en examinant les cas de Gernon, ont mentionné un phénomène atmosphérique possible. Il pourrait s'agir d'un type rare de turbulence ou d'un mirage tel que la superréfraction, où les couches d'air déforment la perception des distances. La NASA et la National Oceanic and Atmospheric Administration n'ont relevé aucune anomalie temporelle dans cette région, et les dysfonctionnements des instruments sont attribués soit à des perturbations magnétiques, soit à des pannes de l'électronique de l'avion. Des physiciens comme Stephen Hawking, qui ont étudié des ruptures temporelles théoriques, ont souligné que leur création nécessitait des énergies équivalentes à celles des trous noirs, ce qui n'est pas le cas dans le triangle. Les données radar de Palm Beach archivées de 1966 n'ont pas confirmé le saut. Il se pourrait que Gernon ait mal estimé le temps ou le parcours en raison de la pression. Le cas de Gernon est documenté dans son livre « Le brouillard », publié en 1979, ainsi que dans les œuvres de Berlitz et de Keel.
Ces sources s'appuient sur le récit personnel de Gernon et sur les conjectures des ufologues qui y voient des indications de portails temporels. Cependant, sans preuves scientifiques, enregistrements, instruments, observations indépendantes ou traces physiques, cette version reste une hypothèse fantastique. Nous nous concentrons maintenant sur les faits et les chiffres pour comprendre si l'Atlantique occidental se distingue vraiment des autres étendues maritimes. Le triangle des Bermudes est depuis longtemps perçu comme une zone où les disparitions interviennent plus fréquemment que partout ailleurs. Cependant, les statistiques permettent de porter un regard différent sur cette question. La comparaison avec d'autres zones dangereuses, comme le triangle du Dragon, le cap Hatteras ou l'île Sable, contribue à déterminer si cette région de l'océan est véritablement unique ou si sa réputation découle de légendes retentissantes et d'une utilisation maritime intense. Le triangle des Bermudes couvre environ 1,5 million de kilomètres carrés, entre la Floride, les îles Bermudes et Porto Rico. Au cours du XXe siècle, environ 50 disparitions de grands navires et une vingtaine d'avions ont été enregistrés dans cette zone. Selon les données de la National Oceanic and Atmospheric Administration et de la garde côtière américaine, ce chiffre inclut à la fois des cas connus, comme la disparition d'un cargo en 1918, ainsi que des incidents moins médiatisés, tels que de petites embarcations perdues lors de tempêtes. Chaque année, des milliers de navires et des centaines de vols traversent le triangle, reliant les ports de Miami, San Juan et les Bermudes, ce qui en fait l'une des zones les plus animées de l'Atlantique. Pour comparaison, dirigeons-nous vers le triangle du Dragon dans l'océan Pacifique, situé entre les îles Honshu, Okinawa et Guam, au large de la côte sud-est du Japon. Sa superficie est d'environ 600 000 km². Au cours du XXe siècle, les archives maritimes japonaises répertorient environ 40 navires disparus, dont 5 navires de guerre en 1952 lors d'exercices et le bateau de pêche Maru numéro 5 en 1954, des typhons atteignant des vitesses de 200 km/h ainsi que des volcans sous-marins associés à la ceinture de feu du Pacifique engendrent des conditions tout aussi sévères que celles rencontrées dans le triangle des Bermudes. D'autres zones à risque sont également remarquables. Le cap Hatteras, situé sur la côte est des États-Unis et surnommé le cimetière de l'Atlantique, a enregistré plus de 1000 naufrages au cours des 400 dernières années. Cela va des voiliers du XVe siècle aux pétroliers du XXe siècle, comme l'Es Greinsberg, qui a fait naufrage en 1942 lors d'une tempête. L'île Sable, située à 600 km des côtes canadiennes, a englouti 350 navires en 300 ans, en raison de ses bancs peu profonds et de ses épais brouillards, y compris le paquebot Manhattan en 1906, le détroit de Drake, entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique, couvrant environ 1 million de km², perd chaque année des dizaines de navires à cause de vagues atteignant 20 m/m et des vents atteignant jusqu'à 150 km/h, comme le chalutier Northern Wind en 1985. Dans son livre, Larry Kusch a calculé que le pourcentage de disparition dans le triangle des Bermudes ne dépasse pas celui des autres voies de maritimes animées. D'après les données de la garde côtière américaine, au XXe siècle, environ 100 grands navires disparaissaient chaque année dans le monde, et seulement 5 à 6% de ces disparitions se rapportaient au triangle. Pour le triangle du Dragon, les chiffres sont comparables. Les rapports japonais signalent environ 4 disparitions inexpliquées par an jusqu'aux années 1980, souvent liées à des typhons ou à des erreurs de navigation.
À Hatteras et Sable, les pertes sont plus importantes en raison des pièges naturels, tels que les bancs peu profonds et les brouillards, mais elles ne sont pas entourées de mythes. Depuis les années 1990, les technologies modernes telles que les satellites, les radars et les systèmes de sauvetage ont contribué à réduire le nombre d'incidents dans le triangle à 2 ou 3 par an, ce qui est comparable à d'autres régions. Cependant, ces chiffres ne montrent qu'une partie de la réalité. Pour obtenir une compréhension complète, des preuves directes des profondeurs sont nécessaires. Les expéditions sous-marines menées au cours des dernières décennies ont focalisé leurs efforts sur la recherche d'épaves, afin de déterminer si le fond du triangle des Bermudes dissimule des traces de navires et d'avions disparus, ou s'il s'agit tout simplement d'un vide entouré de légendes. Depuis le milieu du XXe siècle, des chercheurs ont cherché à plonger sous l'eau dans cette région. Dans les années 1960, des plongeurs et des sous-marins ont commencé à explorer les eaux peu profondes près des Bahamas, espérant déceler des restes de navires ou d'avions disparus, comme ceux de 1945. Cependant, les premières tentatives aboutissaient souvent à des déceptions. Des courants puissants, tels que le Gulf Stream, balayaient les débris qui étaient rapidement recouverts par un fond sablonneux. En 1986, une expédition de la National Geographic Society des États-Unis a découvert au large des côtes de Floride le cargo Cotopaxi, disparu en 1925, avec une cargaison de charbon. Sa coque était située à une profondeur de 30 mm, mais il s'agissait d'une rare exception plutôt que de la norme. Les eaux plus profondes, atteignant jusqu'à 2000 mètres dans la partie centrale du triangle, sont restées difficiles d'accès jusqu'à la fin du XXe siècle. En 1991, l'équipe de Robert Ballard, connue pour sa découverte du Titanic, a effectué des recherches dans la zone au nord des Bermudes à l'aide de submersibles. Ils ont trouvé quelques petits débris, ainsi que des morceaux de métal et de bois, mais rien ne suggérait la présence de grands navires ou d'avions associés au cas connu. En 2015, une expédition de la National Oceanic and Atmospheric Administration, utilisant le submersible Okeanos Explorer, a exploré le fond près de Porto Rico, ne découvrant que des structures naturelles, des canyons sous-marins et des couches sédimentaires, sans trace d'objets d'origine humaine. Ces efforts mettent en évidence la complexité de la tâche. Les débris, s'ils existent, ont soit été emportés par les courants, soit sont enfouis sous le sable et la boue à des profondeurs rarement atteintes par les expéditions. Selon les données de la National Oceanic and Atmospheric Administration, moins de 10% du fond du triangle a été exploré en détail, et les découvertes, comme celle du Cotopaxi, sont souvent associées à des tempêtes connues, plutôt qu'à des mystères. Cependant, les avancées technologiques de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle ont ouvert de nouvelles perspectives pour l'étude du fond marin. Le sonar et les drones sont devenus des outils permettant d'explorer des zones inaccessibles aux plongeurs, en étudiant des objets tels que la route de Bimini et d'autres découvertes pour différencier les structures naturelles des légendes, entourant les mystères engloutis du triangle des Bermudes. Le sonar représente une méthode de navigation et de mesure des distances qui utilise l'écolocalisation pour cartographier le fond marin. Dans les années 1980, des sonars à balayage latéral ont commencé à être utilisés pour rechercher des navires coulés. En 1987, une expédition près des Bahamas a utilisé des sonars pour découvrir les débris d'un avion Douglas DC-3, disparu en 1948 à une profondeur de 100 mètres. Cependant,
De telles découvertes restent rares. Le sonar détecte plus fréquemment des plaines de sable vide ou des formations sédimentaires, comme en 1995 près de San Juan, où aucune trace d'objet majeur n'a été repérée. En 2001, des chercheurs canadiens, Paul Weinswijk et Paulina Zalitzky, ont utilisé le sonar près de Cuba et ont découvert des structures symétriques à 700 mètres de profondeur qu'ils ont associées à des mythes. Cependant, les géologues les ont identifiées comme étant des roches volcaniques naturelles. Les plaques de pierre sous-marines, situées près de l'île de North Bimini, sont devenues l'une des découvertes les plus célèbres. Elles ont été mises au jour, pour la première fois, par le plongeur Joseph Manson Valentine en 1968, et le sonar a confirmé leur dimension dans les années 1980. Les plaques, mesurant jusqu'à 6 mètres de long, se trouvent à une profondeur de 5 mètres, formant une bande de 700 mm. Les passionnés y ont vu des indices d'une ancienne civilisation, mais une étude du service géologique en 1997 a révélé qu'il s'agissait de calcaire, formé par les marées au fil des milliers d'années, sans aucun signe de traitement. Les drones ont également élargi les possibilités de recherche. En 2014, une expédition de la National Oceanic and Atmospheric Administration, utilisant le drone Hercules, a exploré les profondeurs près de la Floride, découvrant les restes du navire City of Washington, coulé en 1926 à une profondeur de 40 mm. En 2016, des drones ont exploré la zone au nord des Bermudes, où ils ont trouvé des fragments métalliques, mais leur origine demeure inconnue. Il pourrait s'agir de déchets ou de morceaux de vieilles cargaisons. La route de Bimini a également été étudiée par des drones en 2018, confirmant son caractère naturel, sans trace de technologie. Les données des sonars et des drones sont archivées par la National Oceanic and Atmospheric Administration, ainsi que par le United States Geological Survey. Elles montrent que les découvertes dans le triangle sont soit des débris rares d'accidents connus, soit des objets naturels. Nous arrivons maintenant à une conclusion. Que reste-t-il des légendes du triangle des Bermudes lorsque les faits prennent le pas? La science a répondu à de nombreuses questions, mais a-t-elle laissé place à de nouvelles énigmes? Les statistiques ont montré que le nombre de disparitions dans le triangle n'est pas plus élevé que dans d'autres zones maritimes fréquentées. Les expéditions sous-marines et les outils modernes ont démontré que les débris sont rares. Il y a souvent davantage de vide que de traces. La National Oceanic and Atmospheric Administration et la garde côtière des États-Unis soulignent que la majorité des disparitions, environ 80%, sont liées aux conditions météorologiques, aux erreurs des équipages ou aux pannes techniques. Les tempêtes, les défaillances de navigation et les pannes d'équipement expliquent le sort des navires et des avions, laissant peu de place à l'imagination. Larry Kusch, dans son livre, soutenait que le triangle est un mythe né de récits sensationnels. Les données modernes confirment qu'à partir des années 1990, le nombre de cas a diminué à 2 ou 3 par an, grâce aux satellites et aux communications radio. Cependant, certaines disparitions demeurent inexpliquées, et les profondeurs atteignant 3000 mètres dissimulent encore leur mystère. Seule une petite portion du fond marin a été explorée. La science considère le triangle comme une zone océanique ordinaire, mais sa légende continue de perdurer, invitant à la réflexion. Merci d'avoir cheminé avec nous, en découvrant les mystères du triangle des Bermudes, des légendes aux réalités. Si cela vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, laissez des likes et partagez vos réflexions dans les commentaires. À bientôt. Mais pour